Bonjour, oui, James Galantino, directeur général du Conseil québécois LGBT. C'est vraiment un plaisir pour moi d'animer ce panel sur l'inclusion des personnes LGBTQ+ dans le sport. Sans plus attendre, je vais inviter nos panélistes à se joindre à moi sur scène. Alors, brièvement, je vais vous présenter les personnes qui sont avec moi. On a Valentina Cagna, joueuse de volleyball pour les Astrelles du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, suivi de Guylaine Tremblay, professeure au département d'éducation physique et directrice du laboratoire de recherche Profem à l'Université Laval. Thomas Colomba, joueur de rugby retraité et bénévole pour la Coupe Bingham, surnommée la Coupe du monde des clubs de rugby LGBTQ. Et Gustave Roel, le président-directeur général du Réseau du sport étudiant du Québec, nommé le RSEQ. Un applaudissement. On va prendre le temps de faire, est-ce que chaque panéliste puisse parler un petit peu, parler de leur expérience, de qui ils sont pour s'introduire. Mais j'invite bien évidemment les panélistes à n'importe quel moment de rebondir, d'amener les discussions. On veut vraiment garder la discussion ouverte le plus possible. Donc, on va ouvrir la table avec Guylaine. On voulait savoir spontanément, en fait, quelles sont les données qu'on a de recherche sur le climat de l'inclusion des personnes LGBTQ+, ici au Québec. Bonjour tout le monde. Vous me permettrez de regarder un peu mes feuilles parce qu'il y a un paquet de chiffres. Je ne vais pas vous étourdir. Tout simplement pour dire que j'ai fait une étude qui s'est terminée en 2018 auprès de 1720 athlètes de niveau collégial et universitaire. Et il y a des bonnes et des moins bonnes nouvelles dans le sport. Clairement, ça avance, ça évolue définitivement. Sur les 1720 athlètes qui ont répondu, il y en a 68 qui s'identifiaient comme leur orientation sexuelle comme hétérosexuelle. Donc, ça fait quand même 32 qui sont ailleurs sur le spectre. Et je n'en nommerai pas toutes les catégories, vous les connaissez, mais ça montre quand même, si on remonte il y a 20 ans, je ne suis pas sûre qu'on aurait eu ces résultats-là. Donc, pour moi, c'était quand même un signe positif. Dans les éléments très positifs, il y a donc des 1720, il y en a 577 qui s'identifiaient comme faisant partie de la communauté LGBTQ+. Et de ce nombre-là, il y en a 1 sur 2, en fait, qui disait « Tout le monde connaît mon orientation sexuelle, c'est même plus une nouvelle, là. Ça fait partie de la vie, puis c'est super. » Donc ça, c'est vraiment excellent. Mais de l'autre côté, il y en a 1 sur 4, donc 25 qui disait « Il n'y a personne qui connaît mon orientation sexuelle, je suis complètement dans le placard encore. » Et la transition, en fait, le coming out se fait de différentes façons. Donc, ça peut être, je vais en parler à un coéquipier ou une coéquipière, ou je vais juste en parler à mon coach. Des fois, un coéquipier, mon coach. Alors, il y a vraiment une progression, en fait, dans le coming out, mais il y en a quand même 1 sur 4 qui est complètement dans le placard. L'autre chose aussi qui, pour moi, était très préoccupante, c'est le fait qu'il y a en fait 13 qui prétendent être hétérosexuels pour avoir la vie plus facile et 1 sur 4 encore, 24 qui s'est caché, donc ils n'en parlent pas du tout. Mais il y en a comme 40 qui disent c'est public, tout le monde le sait, puis il n'y en a pas de problème. Alors, ça bouge quand même. Mais il y a quand même un bon nombre qui est vraiment dans le placard ou qui vont jusqu'à prétendre être hétéros. Les athlètes nous ont dit que la LGBT-phobie, leur perception, c'était que c'était plus présent du côté du sport masculin que du côté du sport féminin, ce qui n'était pas une surprise pour moi, et que c'était plus difficile quand on était au niveau du secondaire que lorsqu'on était rendu collégial universitaire. En fait, plus on montait dans la progression. Alors là, évidemment, je parle du sport scolaire, puis je vais faire une passe à Gustave tantôt. Mais donc, on voit que plus les athlètes sont vieux et plus ils montent de niveau, l'ouverture semble plus grande, effectivement. Au niveau de l'expérience de LGBT-phobie, ben, vous ne serez pas étonné d'apprendre que ce sont les athlètes trans qui en vivent le plus. C'est vraiment le groupe où 87% des athlètes trans ont exprimé le fait d'avoir vécu de la LGBT-phobie. Mais l'autre chiffre pour moi qui était vraiment important, puis quand on dit aux responsables de sport, aux coachs, il faut parler de la LGBT-phobie parce que ça touche tout le monde, bien, on a 34%. Donc, sur les 1720 étudiants qui ont répondu, il y en a 34% qui ont dit
vivent, 34% des hétérosexuels qui ont dit vivre de la LGBT-phobie. Puis typiquement, on va avoir le gars qui fait du patinage artistique, bien, tout le monde sait qu'il est gay, voyons. La fille qui joue au rugby, bien, tout le monde sait qu'elle est lesbienne. Alors, en fonction souvent du sport que tu vas pratiquer, bien, on va t'étiqueter comme étant gay ou lesbienne, et peu importe. Donc, ça touche aussi les athlètes hétérosexuels. Fait que ça, c'est la dernière étude qu'on a faite. On vient juste de finir une étude sur l'expérience des athlètes trans et non-binaires au Québec. Le rapport va être prêt en janvier, puis je m'assurerai que ça passe partout. Et ce qui ressort effectivement, c'est que ce sont les groupes d'athlètes pour qui c'est le plus difficile vraiment dans notre système sportif. On peut comprendre notre système est binaire complètement, si tu fais du sport masculin ou du sport féminin. Donc, les athlètes non binaires, ils tombent vraiment dans le crack. Ils n'ont pas d'endroit vraiment où pratiquer leur sport, où on va respecter en fait leur identité. Au contraire, ils sont obligés de choisir. Est-ce qu'on va du côté du sport féminin, masculin? Puis évidemment, ben, ça va être du côté du sport qui correspond au sexe qui t'a été assigné à la naissance. Pour les athlètes trans, ben, qu'est-ce qui dérange? Si vous avez suivi un peu l'actualité, même début novembre, le combat de boxe, en fait, le championnat de boxe, où il y a eu une athlète trans, en fait, le coach de l'athlète cisgenre a refusé que son athlète participe au combat pour des raisons de sécurité. Alors, quand on parle des athlètes trans, ce qui dérange, ce sont les filles trans, parce que dans la tête des gens, ça demeure des gars. Donc, le gars, nécessairement, il va être plus fort, il va être plus, ça ne sera pas sécuritaire. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire, là. Les athlètes nous disent toutes, les gens ne connaissent absolument pas qu'est-ce que c'est que la réalité des personnes trans et non-binaires, en sport encore moins. Et ça fait tout ressortir le sexisme qu'il y a derrière le sport, qu'il y a encore en sport. Donc, le sport masculin, c'est la norme. Tout ce qui est en dessous de ça, c'est moins fort, c'est moins bon, c'est moins vite. Alors, si tu es une fille trans, ben, c'est sûr que tu as un avantage. C'est sûr que ça ne sera pas juste. Alors, le concept de sécurité et de justice en sport, dans ce cas-ci, il est vraiment très malléable, en fait, et on voit que, dépendamment de qui en parle, ça va vraiment bouger. Puis, entre autres, le concept de justice, j'arrête pas de dire aux gens, êtes-vous bien assis? Le sport, c'est pas juste. En partant. C'est pas juste. Alors, bref, je vais m'arrêter là pour laisser la place aux autres. Merci. En fait, on va vraiment revenir sur les questions justement de dangerosité des athlètes trans ou d'avantages injustes. Je trouve ça vraiment intéressant. On va revenir un peu plus tard. Je vais prendre le temps, comme je dis, un peu de laisser les autres panélistes se présenter un peu. Donc, j'aimerais aller vers Valentina, qui est une joueuse de volleyball au niveau collégial. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton expérience dans ton équipe. Comment ça se passe pour toi en termes d'inclusion? Ben moi, c'est ma dernière année, donc là, je suis un peu plus rendu habitué, je connais un peu plus la game, si je peux dire ça comme ça. Quand je suis rentrée, c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'insécurité. Tu sais, tu rentres, je viens de faire mon coming out en tant que femme trans. Est-ce que je vais pouvoir jouer? Est-ce que je vais pas pouvoir jouer dans mon sport? Tu sais, il y avait plusieurs questions qui peuvent trotter dans la tête d'une athlète. J'ai été voir mon responsable des sports, puis je pense que ce que j'ai vraiment le plus aimé de mon expérience, c'est que tout le monde était ouvert. Peut-être pas tout le monde connaissait ce qui se passait, puis comment que les règles allaient se faire, comment que, tu sais, quels critères tu devais avoir pour pouvoir participer. On savait pas trop, mais le fait que j'ai été vraiment bien entourée par tout le personnel de l'école, ça allait vraiment aidé de mettre les choses de l'avant, puis ça m'a permis de me sentir un peu plus confiante quand je vais rentrer, tu sais, aux portes du gymnase. Puis, OK, bon, ben je rentre durant la sélection, puis ça part. Durant les sélections, ce qui m'a vraiment aussi aidé, c'est que je connaissais déjà les filles de l'équipe, c'était déjà mes amis de base. Donc, tu sais, c'était juste, je rentrais, puis j'étais one of the girls, puis, tu sais, je vivais de mon sport, puis j'avais du fun. Ce qui est vraiment le plus stressant, je pense, c'est quand que tu rentres au niveau plus compétitif, puis que c'est ta première compétition, que tu dois affronter les autres équipes. Tu sais, quand tu es dans ton entourage et dans ta bulle, c'est beau, tout est parfait, les coachs te comprennent, les athlètes te comprennent. Puis ce qui était vraiment bien, c'est que on se connaissait déjà, fait que si on avait des questions à se poser, ou si les filles avaient des questions, tu sais, j'étais déjà ouverte, tu sais, je les connaissais déjà, fait que j'avais pas de gêne. Mais rendu en tournoi, c'est totalement des inconnus. Tu as la foule, tu as les coachs l'autre bord.
est-ce qu'il va avoir des commentaires? Est-ce qu'il va avoir des regards? Puis à ma grande surprise, après le premier tournoi, j'étais là, wow, j'ai rien entendu, j'ai rien vu. Ça s'est tellement bien passé. Puis depuis le début, moi, honnêtement, j'ai peut-être eu une situation qu'il y a eu un petit accrochage, mais à part de ça, je n'ai que des commentaires positifs. Les coachs des autres équipes vont venir me voir, « Hey, t'as super bien joué, t'es vraiment une bonne joueuse, continue comme ça, tu fais bien la chose. » Fait que, honnêtement, pour moi, ça se passe vraiment bien, là. Donc, j'ai pas vraiment d'expérience négative à partager à part de ça. Ben, tant mieux, en fait, mais selon toi, Ouais. qu'est-ce qui fait que ça a été si facile pour toi, autant dans ton équipe, dans ton école, que même en compétition, finalement? Peut-être le fait que, tu sais, j'étais vraiment pas gênée de base. Les filles, tu sais, pouvaient vraiment arriver avec les questions les plus étranges dans un sens que j'ai entendu moi-même. Puis j'allais répondre ou, tu sais, j'étais ouvert de dire, ah ben, tu sais, je suis pas tant à l'aise de répondre à cette question-là. Puis on en a vraiment parlé, les filles ensemble, que s'il y avait un problème ou s'il y avait de quoi, ben, qu'on en parle tout de suite, puis que, tu sais, on aille voir un responsable ou quoi de genre, puis on n'a jamais eu à se rendre là. L'année d'après, il y a des nouvelles filles qui rentrent, il y a d'autres filles qui sortent. Même affaire, tu sais, les filles savaient déjà j'étais qui, puis on en parle toujours à chaque année, puis c'est vraiment quelque chose que on fait quasiment comme une routine maintenant à chaque début d'année. Je vais aller voir les filles. Hey, tu sais, si jamais tu as des questions, si jamais tu as un questionnement ou tu as un commentaire ou whatever, viens me voir, tu peux me le dire, puis je vais pas le prendre mal. Parfait, merci. Je vais me tourner vers Gustave, justement, pour parler un peu du RSEQ. Donc, déjà d'abord, pour les gens qui ne le savent pas, d'introduire un peu ben, qu'est-ce que le RSEQ, puis de parler peut-être un petit peu justement des récents travaux que vous avez faits là, pour l'inclusion des personnes LGBTQ+, dans le réseau scolaire. Tout d'abord, merci de nous inviter à être présents aujourd'hui. Le réseau du sport étudiant, dans le fond, c'est de façon plus simpliste. C'est toute activité de sport et activité physique qui se fait de la maternelle jusqu'à l'université. Trop souvent, on nous associe au football universitaire que vous allez voir à la télévision, mais ce n'est que la pointe du iceberg. C'est vraiment autre chose qu'on fait au niveau du réseau. On était en période de pandémie et vous le savez que tout étudiant à l'école qui voulait faire du sport à cette période-là a été complètement arrêté. Et donc, on s'est dit que c'était peut-être le moment idéal pour partir des tables de concertation et de consultation. Et donc, à quelque part en 2021, on a mis ces tables-là. On a réussi à inviter plus de 260 personnes qui sont venues par chantier, puisqu'on a abordé 4 chantiers de front. Oui, à cette époque-là, il y avait beaucoup dans les médias, tout le volet du racisme avec George Floyd et compagnie. Sauf que de façon quotidienne, on reçoit des appels en lien avec la communauté LGBTQ, la place des femmes, mais également les gens avec limitation fonctionnelle. Donc, on a décidé on va y aller de front, on va prendre ces 4 chantiers-là de façon indépendante, on va les faire travailler, puis on verra ce qui va en ressortir. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, il y a des similitudes à travers tout ça. Il y a des éléments, je dirais, transversales d'un chantier à l'autre. Et je trouve ça intéressant, tantôt en discussion avec Guylaine, et elle l'a ressorti dans sa présentation, c'est que ce qui ressort beaucoup, c'est le besoin d'éducation. Les gens ne semblent pas être fermés, ils ne savent pas comment faire face à cette situation-là. Et une autre vérité, Guylaine en a fait une, je vais vous en faire un autre, le sport est binaire. C'est plate, mais c'est comme ça. Puis c'est en lien notamment avec des fédérations canadiennes, en lien avec des fédérations internationales. Dans le fond, tout ce qui se fait de développement sportif au Québec est en fonction du moins d'un demi% de ceux qui vont se rendre aux Jeux olympiques. Puis c'est ces règles-là qu'on doit appliquer jusqu'à la maternelle, et ce qui ne fait pas de sens en soi. Et ça, les gens l'ont ressorti, et qui fait que maintenant, on a un plan d'action. Ça fait à peu près de 6 mois qu'on a mis de l'avant. Et on s'est permis une certaine sortie médiatique au mois de mars de l'année passée en disant ce serait peut-être important de réfléchir sur des balises pour une certaine politique gestion volet trans. Parce que les fédérations sportives, ce qu'ils nous disent, c'est on veut bien, mais on ne sait pas comment. La fédération canadienne ou internationale change ses règles à peu près à tous les 3 mois. Donc aujourd'hui, ce qui est vrai n'est pas vrai demain. Valentina, lorsqu'elle a fait partie de sa démarche, il y avait je dirais des étapes importantes qui aujourd'hui ne sont même plus là. Donc, ça varie encore une fois là, de semaine en semaine. Et donc, on a dit, ça serait peut-être intéressant. On a fait les médias pendant à peu près 3 semaines. 3 semaines, c'est épouvantable de mettre en place une politique trans. C'est pas la même chose en boxe, en patin artistique.
il y a peut-être des éléments qui sont semblables et celui qui me semble semblable, c'est l'éducation. C'est ça que la population nous demande. Et je conclue en vous disant qu'on s'est permis de faire un sondage à tout étudiant de plus de 14 ans au Québec, qu'il fasse du sport ou pas, parce qu'il y a des jeunes qui font plus de sport à cause d'un des impacts des 4 chantiers. Donc, on les a consultés, plus de 6 000 répondants qu'on a eu, majoritairement des étudiants du secondaire. Et même eux nous ont dit, arrêtez avec des normes, arrêtez avec des sanctions. Ce qu'on veut, c'est éduquer. Et oui, on s'adresse plus souvent à notre entraîneur que dans bien des cas, il ne sait pas comment agir, il n'y a pas les paramètres. Donc, dans notre plan d'action qui est disponible sur le site Web, vous allez voir que c'est de la concertation qu'on veut faire. Ce qu'on veut, c'est mobiliser les gens qui s'en préoccupent et qui ont des outils de mise en place. Donc, réinventons pas la roue, permettons à tout le monde de pouvoir contribuer. Parce qu'en bout de piste, notre mission, c'est quoi? C'est la réussite éducative de plus de 238 000 jeunes au Québec, peu importe de la région, peu importe de l'identité que ces jeunes-là peuvent se donner. Voilà. Donc, j'entends que c'est compliqué d'avoir des lignes directrices parce que, comme vous dites, c'est tellement différent d'un sport à l'autre. Mais est-ce qu'il y a justement des grands principes qui sont sortis de ces travaux-là ou est-ce qu'on s'entend comme une espèce de base là, sur... J'aimerais ça vous répondre oui. En toute honnêteté, non. Sauf que la base qui est sortie, c'est d'asseoir les fédérations sportives qui ont cet intérêt-là. Encore une fois, ça fait 6 mois que le plan d'action est en place et on a déjà avancé beaucoup à travers tout ça. La sensibilité des fédérations, elle est là. Il y a une rencontre qui s'en vient quelque part au mois de décembre et je suis content, Guylaine a levé la main. Donc, on a besoin justement de gens qui ont une certaine expertise pour partager les façons de faire, pour voir quel serait le tronc commun. Au-delà des obligations internationales, on s'adresse à plus de 99% de la population qui ne se rendront pas là. Quels sont les éléments sur lesquels on peut travailler collectivement? Non. Vous avez mentionné on ne va pas réinventer la roue, donc qu'est-ce qu'on sait qui se fait et qui fonctionne bien ailleurs? Je vous dirais très peu. Très peu, parce que, encore une fois, nos fédérations sportives qui ont un mandat de régie reconnu par le ministère se fient aux orientations qui viennent des fédérations internationales. Vous savez qu'au niveau des fédérations internationales, là aussi, on a eu le balancier là, qui se promène. De plus en plus, les fédérations qui avaient permis une ouverture pour dire que les personnes trans pourraient participer sans aucune balise, maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont en train de refermer ces balises-là. Et on parle beaucoup de la puberté. Certaines fédérations vont mettre un âge, d'autres parlent de la puberté. Ben, je vous apprendrai rien. Ma puberté, je l'ai peut-être pas eu à même âge que mon collègue à côté, et ainsi de suite. Alors, comment on vient travailler ces éléments-là? Donc, c'est pour ça qu'on se fie pas trop présentement au niveau sportif, encore une fois, de ce qui se fait à travers le monde, mais dire comment on peut, nous, se préoccuper de notre jeunesse chez nous. Encore une fois, les jeunes, ce qu'ils nous disent, c'est est-ce qu'on peut travailler sur le volet éducation? Alors, c'est vraiment l'axe sur lequel on est en train de prendre. Un grand merci, Gustave. Je vais passer la balle à Thomas pour nous parler un petit peu de son parcours en fait en tant qu'athlète, puis en particulier votre expérience avec l'équipe des Wolves d'Ottawa. Oui, merci. Merci beaucoup de l'invitation. C'est un peu troublant d'être dans un colloque universitaire, mais pas comme chercheur. D'habitude, je suis de l'autre côté. Donc moi, je suis un ancien joueur de rugby. Je préfère dire ancien plutôt que retraité. Là, c'est un petit peu. J'ai commencé à jouer au rugby à 7-8 ans en France, où j'ai grandi. Donc on parle ici du milieu des années 80. Et j'y ai joué dans un club civil, c'est-à-dire dans un club assimilé à une ville de ma région natale. Et ensuite, au niveau universitaire, quand j'étais étudiant à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, je suis devenu capitaine et entraîneur de cette équipe-là. Et donc, pendant ces années-là, donc les 15 premières années à toute fin pratique où j'ai joué au rugby, j'étais dans le placard et j'étais en grande partie dans le placard en raison du fait que je jouais au rugby. Je viens d'une famille de rugby, mon grand-père jouait, mon père jouait, a entraîné à très haut niveau. J'ai été élevé dans les clubhouses de rugby à toute fin pratique et c'est cette tension-là entre mon sport et mon orientation sexuelle que j'ai considérée pendant des années totalement irréconciliable. Et vraiment, c'est mon implication sportive qui a fait en sorte que j'ai fait mon coming out plus tard que ce que j'aurais fait probablement si j'avais pas joué à ce sport-là. Et au final, c'est quand j'ai quitté la France après mon bac pour venir faire ma maîtrise ici au Québec que j'ai décidé de faire le choix inverse.
Donc, non pas de concilier les deux, mais d'arrêter complètement ma pratique sportive et de vivre de façon ouverte le fait que j'étais un homme gay. Et donc, j'ai changé d'implication. Je suis passé du rugby au gris, d'ailleurs, à l'Omari, où j'ai été bénévole pendant quelques années, au début des années 2000. Et c'est uniquement après un break de plus d'une dizaine d'années, en fait, quand je suis venu m'installer à Gatineau, où j'ai obtenu un poste de professeur, que j'ai découvert une équipe de rugby inclusive qui s'appelle les Ottawa Wolves, qui est à Ottawa. Mais bon, comme vous savez, Ottawa et Gatineau, on est capable de traverser un pont. Et j'ai donc eu l'envie de me réinvestir à ce moment-là, de trouver là un moyen de justement faire cette conciliation qui pour moi avait toujours semblé complètement impossible. Il y avait pas, avant ça, je vivais à Montréal pendant 12 ans. Il n'y avait pas à l'époque de club de rugby inclusif à Montréal. Il y en a un aujourd'hui qui est très dynamique. Et donc, ça a été ma première expérience dans ce genre de club-là. J'ai joué là pendant 4 ans parce que revenir au rugby dans la trentaine, c'est pas non plus une très bonne idée sur le plan physique, mais ça, c'est un autre enjeu. J'ai été beaucoup impliqué quand j'étais pas blessé et j'ai découvert véritablement une équipe qui m'a permis justement de concilier ces deux aspects-là. Les Wolves donc, sont une équipe qui se considère comme inclusive. Ça ne veut pas dire que l'ensemble des joueurs et joueuses sont membres de la communauté LGBTQ+. Ça veut dire par contre que tous et toutes s'entendent sur le fait qu'il faut être inclusif et qu'il est évidemment absolument hors de question d'avoir quelconque forme de discrimination à cet égard. C'est une équipe qui est engagée dans le championnat régulier de la Ligue de l'Est de l'Ontario de rugby et qui compétitionne aussi au niveau international, on y reviendra plus tard. Qui comporte aussi des joueurs trans depuis plusieurs années maintenant et qui a ouvert plus récemment une équipe féminine, même s'il y avait déjà beaucoup de femmes investies, mais qui étaient plus dans le volet coaching. En fait, quand je suis arrivé, notre coach principal était une femme, mais le volet féminin s'est ouvert plus récemment. Et ce qui est intéressant par rapport aux discussions qu'on vient d'avoir, récemment, les Wolves ont décidé aussi de ne plus appeler justement leur équipe masculine et féminine. Alors, pour l'instant, c'est M et W, ils utilisent juste la première lettre, mais à terme, ils veulent changer, carrément arriver à un code couleur, mettons par exemple, même si, évidemment, la ligue dans laquelle le club s'inscrit continue d'utiliser ces termes-là et continue d'organiser son championnat en fonction de ces catégories-là. Mais ça appartient aussi à une démarche plus large sur laquelle on pourra peut-être revenir de la Ligue internationale à laquelle on appartient ou de la fédération, en fait, qui fait justement des pressions et des représentations pour une meilleure inclusion des athlètes trans. Donc, en gros, c'est à peu près ça mon parcours. Merci pour le partage. Je vais vous poser une question un peu plus ouverte à tous, en fait, parce qu'on a mentionné que le sport, c'est binaire, on a mentionné que le sport, c'est quand même très sexiste, puis c'est un obstacle finalement particulièrement pour les femmes trans. Donc, est-ce que l'idée du sport mix, en fait, est-ce que c'est une bonne solution ou est-ce que c'est une fausse piste par rapport à s'attaquer finalement au sexisme dans le sport et à la transphobie dans le sport? Et je vous dis, ce n'est pas une question plantée, là, mais on est en train de faire un projet de recherche sur la mixité en sport. Je vais faire la promo de mon lab. J'ai un nouveau laboratoire de recherche sur la progression des femmes plus en sport. On a 1 an et demi d'existence. Et la mixité, c'est un de nos gros dossiers. On vient de terminer une série d'entrevues et on commence de l'observation sur le terrain. Et la mixité, elle est vue de différentes façons. Bon, il y a dans des sports, on va s'entraîner mix, mais on compétitionne, ça va être ségrégué. Des fois, ça va être parce que je suis en région, puis ma seule option pour jouer au water polo comme fille, c'est d'être dans une équipe masculine. Donc, des fois, ça peut être la fille qui joue dans l'équipe de gars. Des fois, ça peut être une équipe de filles qui joue dans une ligue de gars parce qu'il n'y a pas assez de filles. Donc, la mixité, c'est vraiment très, très diversifié. Alors, pour revenir à ta question, c'est que la mixité, ça peut fonctionner, mais ce n'est pas la solution miracle et c'est comment elle va être exercée, cette mixité-là. Même chose, quand on parle du coaching, bien, il y a des entraîneurs qui vont être très inconfortables dans un contexte de mixité, alors que d'autres vont être très confortables. Puis au Québec, on est majoritairement entraîné par des hommes. Les statistiques ne bougent pas vraiment. On est toujours autour de 25% de femmes entraîneurs, peu importe le niveau. Puis plus on monte dans le niveau, moins il y a de femmes. Alors, c'est vraiment un des chantiers où il y a vraiment du travail à faire. Mais ce qui fait que la mixité, oui, ça pourrait être une option, mais pas n'importe comment. Gustave parlait de la fameuse puberté, tout ça. Je pense vraiment, comme Gustave, il faut séparer le sport de haut niveau du sport, je vais l'appeler de masse, là, parce que comme Gustave dit, c'est
0,0 quelques pourcents de nos athlètes qui un jour vont se rendre aux championnats du monde, aux Olympiques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en occuper de ceux-là, mais ils ont déjà quelque chose. Eux autres, ils ont ce qu'il faut, à l'exception évidemment de nos athlètes trans non-binaires. Mais pour la majorité de nos jeunes là, qui sont ici, est-ce qu'effectivement on ne peut pas mettre nos règles, puis entre autres, avant la puberté, je ne vois pas pourquoi on sépare les gars des filles. Je sais pas. Je ne sais juste pas. Puis je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir pour tester d'autres façons d'organiser le sport. Gustave parlait des fédés internationales, c'est épouvantable, c'est des girouettes, là. Ça va, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? C'est un peu ça qu'on a l'impression qu'ils suivent. Et puis en fait, il y a... on pensait que ça commençait à bouger dans la bonne direction. Le Comité international olympique a vraiment mis des lignes directrices très inclusives, mais en disant, ils sont là, mais c'est les fédés internationales qui décident. Fait que ça a donné rien, on va se le dire. Mais c'était quand même, il y avait de l'espoir. Mais tout ça pour dire qu'il y a des fédés qui vont maintenant avoir, quand ils vont organiser des championnats, ce qu'ils vont appeler des catégories ouvertes. Donc, le marathon de Boston, je pense, c'est ce qu'ils ont fait. Fait que tu as femme puis ouvert. Fait que dans le fond, si tu es une femme trans, on ne reconnaît pas que tu es une femme trans, on va t'envoyer dans la catégorie ouverte. Alors, c'est, tu sais, quand on dit les gens ne savent pas quoi faire, ils essayent des choses, mais c'est toujours à la pièce. Puis, ultimement, c'est qu'on exclut quand même des gens. Bon, la catégorie ouverte, effectivement, les personnes non-binaires peuvent s'y retrouver. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que les femmes trans ne seront pas acceptées du côté féminin. On va les envoyer dans la catégorie ouverte. Alors, fait que la mixité, oui, mais pas n'importe comment. Faire du pouce. Au niveau du réseau, on fait beaucoup de mixité présentement au niveau du primaire. Donc, on prend un peu la stratégie que la Société de l'automobile a fait. Là, le port de la ceinture, aujourd'hui, on ne se questionne plus. À une certaine époque, ils visaient les adultes à porter la ceinture et ils ne savaient pas d'impact. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont tournés de bord et ont dit la génération qui s'en vient, si c'est important pour eux de porter la ceinture, c'est les enfants qui disent aux parents « mettez maintenant votre ceinture » et qui fait qu'on ne se questionne plus sur le port de ceinture aujourd'hui. Donc, c'est un peu la même démarche, je dirais, qu'on fait au niveau du réseau. Donc, au primaire, c'est majoritairement mix qu'on le fait. Le défi qu'on a, c'est encore une fois en lien avec les fédérations sportives, parce qu'il y a des disciplines. Lorsqu'on est dans une catégorie masculine, les objets sont différents, le poids est différent, la distance est différente. Donc, ça devient difficile, à quelque part, cette mixité, lorsqu'on a moindrement un peu de compétition. Vous savez, la Coupe Grey qui est à Montréal cette semaine, hier, là, il y avait la Coupe Grey qui est le défilé. Bien, je peux vous dire que la fin de semaine d'avant, la Coupe Grey s'est jouée partout au Québec. Là. Les jeunes du Québec, que ce soit du primaire ou du secondaire, ils veulent jouer ce volet-là. Donc, c'est tout ce volet-là encore d'éducation, de comment on va être capable de faire de cette mixité-là une activité de masse. Dans la tête de tout le monde ou dans plusieurs, c'est l'élite dans laquelle on cible, alors que c'est pas ça qu'on fait comme travail. Donc, par étapes, la mixité se fait présentement au niveau du primaire. Certaines activités au secondaire commencent tranquillement, mais il faut que ça se fasse de pair avec la fédération sportive. Le lien il est là. N'oubliez pas que les fédérations sportives sont reconnues sur le nombre d'athlètes qui placent sur l'équipe canadienne et l'équipe canadienne au niveau international. Par conséquent, ils ciblent le moins de 1,5 %. Donc, l'ensemble du développement sportif au Québec et au Canada est basé sur le moins de 1,5 % qui est placé sur un podium. Parfait. Ma prochaine question, ce serait qu'est-ce que les équipes, les ligues en fait sportives queer pourraient apprendre aux autres équipes sportives et ligues? Je pense entre autres peut-être à Thomas là, avec la Coupe Bingham, entre autres. Oui, ben, en fait, ce qui est intéressant avec le rugby, bon, qui est un sport, sport de contact, qui n'est pas un sport violent, contrairement à ce qu'on dit souvent. C'est un sport de contact, mais ce n'est pas un sport violent. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des accidents de violence, mais ça reste très marginalisé. C'est un sport qui a quand même, depuis le début des années 2000, développé un très grand nombre justement d'équipes inclusives, d'abord aux États-Unis et en Europe, notamment en Angleterre, mais par la suite, ça s'est répandu quand même dans pas mal de pays. Aujourd'hui, on compte près d'une centaine d'équipes de rugby inclusives au monde et qui s'est structurée dans une association internationale qui s'appelle International Gay Rugby. Ils sont aussi en train de réfléchir à changer le nom, là, parce que c'est justement pas très inclusif. Mais qui est devenue une espèce d'interlocutrice de World Rugby, qui est l'organe, la fédération internationale qui dirige le sport.
Et justement, World Rugby a fait partie de ces fédérations internationales qui avaient à un moment donné pris une position plutôt ouverte sur les athlètes trans et qui récemment, sous la pression de certaines fédérations, notamment les fédérations britanniques, a pris une position beaucoup plus conservatrice contre laquelle s'est prononcée IGR, donc la fédération de rugby inclusif. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'effectivement, depuis 2008, je pense, les clubs inclusifs de rugby organisent un tournoi annuel international tous les 2 ans qui s'appelle la Bingham Cup, qui est nommée en hommage à Mark Bingham, qui a été un des fondateurs de l'équipe inclusive de San Francisco et de New York et qui est mort dans les attentats du 11 septembre, qui a fait partie de ceux qui ont fait s'écraser l'avion qui n'a pas atteint son objectif. Cette Coupe du Monde-là est également par définition inclusive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sélection. Tous les clubs qui sont membres de la Ligue internationale peuvent y participer. On les classe par contre dans des brackets pour faire en sorte qu'il n'y ait pas non plus des écarts de niveau trop importants, mais tout le monde peut participer. Et ce qui fait que dans les dernières années, donc la dernière édition a été organisée à Ottawa en 2022 par les Wolves, qui ont mis 4 ans à la préparer parce que c'était censé être en 2020, puis ça a été annulé à 3 mois d'avance. La Bingham Cup est rendue le plus grand tournoi de rugby amateur au monde. Il y a 1500 joueurs pendant une semaine. Pendant l'été dernier, on avait jusqu'à 9 ou 10 games qui se jouaient en même temps sur la plaine de jeu où ça se jouait à Ottawa. Et donc cet aspect-là, extrêmement inclusif et très dynamique, montre que l'esprit du rugby peut être vécu de façon très inclusive également. Mon père, qui a entraîné encore une fois à très haut niveau dans des équipes dites régulières en France, a insisté pour venir puis assister à tous les matchs, puis a été très impressionné de voir qu'en fin de compte, l'esprit originel du rugby pour lui était beaucoup plus dans ce genre d'événement-là que dans d'autres compétitions qu'il avait pu voir, justement par son côté de camaraderie, etc., tout en voyant qu'à côté, il y avait des matchs extrêmement compétitifs qui étaient d'un niveau très élevé. Et donc, je pense que cette idée d'inclusion, justement, elle réussit à apparaître quand ces clubs-là jouent entre eux. C'est important d'avoir des moments où on réussit à se retrouver pour justement briser l'isolement et voir un peu qu'on n'est pas seul, mais aussi, durant la saison, être intégré dans les championnats réguliers pour pouvoir aussi jouer avec les autres équipes. Un peu comme ce que Valentina a dit tout à l'heure, j'ai pas vu beaucoup d'événements en fin de compte d'homophobie et transphobie quand les Wolves jouaient contre d'autres équipes. C'est arrivé par contre, il y en a eu certains. À ce moment-là, il y avait des réactions, puis il y a eu des mesures qui ont été prises. Mais donc du coup, cette combinaison entre être inclus dans des championnats réguliers et aussi avoir des événements où les gens peuvent se retrouver me semble particulièrement fructueux. Juste faire du pouce, en fait, quand on parlait de mixité tout à l'heure, puis je pense que la clé, tu en as parlé, tu sais, tout le monde peut venir au championnat, mais on va les classer quand même parce qu'on ne veut pas, effectivement, bon, là, il y a un aspect physique, mais même si ce n'est pas le cas, puis je pense que c'est une des solutions, en fait, c'est que, justement, on pourrait classer les équipes, mais là, on parle de sport co, mais justement par niveau de performance. Puis si on est habitué de le faire en sport, on le fait tout le temps parce qu'il y a la division 1, 2, 3, on est habitué de classer les athlètes. Alors, si on le faisait pour une équipe, peu importe qui est dans l'équipe, mais c'est la force de l'équipe qui compte et que là, on se distribue comme ça, puis là, on s'en fout, là. On s'en fout, trans, non-binaire, etc. Et quand je disais on peut tester d'autres façons d'organiser le sport, pour moi, c'est une des avenues, là, certainement. Si tu me permets de rajouter quelque chose, l'un des gros arguments qui est avancé dans le rugby pour justement exclure certaines catégories de joueurs ou de joueuses, c'est la question des assurances. Parce que justement, comme c'est un sport de contact, etc., ils disent c'est pas nous, c'est pas notre faute, c'est la compagnie d'assurance qui impose ça, etc. Mais en fait, c'est absurde. D'abord, quand on voit une équipe de rugby de 15 joueurs et joueuses, on voit qu'il y a des physiques extrêmement différents. Donc, la question du genre est juste une dimension parmi d'autres. Et ça exclut aussi des équipes, même sur des enjeux qui n'ont pas de rapport avec les enjeux LGBTQ+. Par exemple, en France, les équipes de rugby amateurs sont plus autorisées à pousser en mêlée, ce qui fait en sorte qu'elles ont été exclues de certains tournois internationaux en raison des règles d'assurance. Et donc, je pense qu'il y a une réflexion peut-être là aussi à avoir sur ce lien entre les fédérations sportives et l'assurance du risque physique et de voir un peu si des progrès peuvent pas être faits à cet égard-là. Encore une fois, en prenant comme exemple un sport où les capacités physiques requises peuvent être extrêmement différentes d'un poste à l'autre. 15 joueurs de rugby, c'est vraiment pas les mêmes formats, là. Donc, à partir de ce moment-là, il y a une espèce d'absurdité de dire, ah oui, mais à une certaine limite, quand on parle du genre ou de l'identification, on change de règle. Parfait.
J'aimerais revenir sur justement, l'application peut-être un peu plus épineuse de cette idée que les personnes trans dans le sport sont dangereuses ou qu'elles ont un avantage injuste. Comment est-ce qu'on répond à cette critique? Ben moi, on me pose souvent cette question-là, je réponds premièrement, ben tu sais, j'y vais souvent avec mon exemple que je suis pas dans la division 1, je suis pas la meilleure marqueuse de l'équipe, c'est pas moi qui gagne tous les prix à la fin de l'année. Je joue dans la division 2, premièrement. Il y a des joueuses qui frappent plus fort que moi, il y a des joueuses qui sont autant physiques que moi, même des fois sont plus physiques que moi. Puis, tu sais, ça y va vraiment selon chaque équipe. Puis c'est ça que j'essaie d'expliquer souvent quand que j'ai des entrevues ou que je parle avec les médias, c'est que dans chaque équipe, il va toujours avoir une équipe, ben, il va toujours avoir une athlète qui va se dépasser des autres, mettons, qui va sortir un peu plus du lot. Puis c'est pas nécessairement parce qu'elle est plus musclée, elle est plus bâtie, elle est plus grande, elle est plus forte. C'est que quand on rentre en pratique, ben c'est elle que tu vas voir faire les petits mouvements de plus, c'est elle que tu vas voir se dépasser, c'est elle que tu vas voir qui va mettre plus de temps dans son sport. Donc, moi, je suis pas vraiment, je suis pas un désavantage, je suis pas un avantage, je suis juste là pour faire mon sport. Merci pour ça. En fait, je pense que c'est ça qu'il y a vraiment, puis Valentina a mis le point exactement dessus, c'est on essaie toujours de faire ressortir l'athlète trans, et là je parle des filles, des femmes trans, comme étant quelque chose d'exceptionnel sur le plan physique, alors qu'à l'intérieur même d'une équipe où, en fait, il y a beaucoup plus de différences intrasexes, donc entre la meilleure fille et la moins bonne, qu'intersexe. Donc, si vous prenez la meilleure fille puis le meilleur gars, il y a moins de différence entre ces deux-là qu'à l'intérieur même de la catégorie sexe, là. Donc, la meilleure fille, la moins bonne, le meilleur gars, le moins bon. Alors, donc, de revenir sur, et on fait tout de suite ce lien-là, s'il faut qu'une fille trans soit un peu exceptionnelle et qu'elle performe particulièrement bien, bien, tout de suite, on met en doute le fait que ça soit, je m'excuse, une vraie fille. Alors, à quelque part, ça reste jamais, ça reste toujours un garçon, comme je vous disais, et donc, nécessairement, c'est sûr que si c'est un gars avant, que ça va être meilleur. Alors, c'est encore dans l'esprit collectif du fait que le sport masculin, c'est la norme, mais c'est toujours plus fort. Et il y a plein, donc, à partir de là, il y a plein de faussetés qui sont véhiculées et on ressort donc toujours le cas d'exception. Alors, si on a une fille trans, Valentina, c'est pas la meilleure, c'est pas elle qui gagne les prix, comme tu dis, ben ça dérange pas trop, tu sais. Mais si Valentina, c'est la top, puis qu'elle est en division 1, puis qu'elle smash comme une déesse, ben là, tout à coup, wow, là, c'est comme ça se peut pas que ça soit une très bonne athlète féminine. Ah non, non, ça doit être parce que c'était un gars avant. Alors, si on a une athlète trans qui gagne, ça dérange. Si elle ne gagne pas, ça ne dérange personne. Puis d'ailleurs, les garçons trans, avez-vous déjà entendu une problématique là-dessus? Puis pourtant, c'est eux autres qui se bourrent de testostérone, là, tu sais, quand ils sont dans la transition hormonale, là, c'est eux autres, là. Eux autres, on pourrait les questionner, dire, pour moi, ils bossent, là, tu sais, mais ça, on ne le questionne pas, ben non, c'était une fille avant, fait que c'est sûr qu'il ne pourra pas gagner, voyons, c'est une évidence. Alors, le sexisme latent, pour moi, ressort de façon très évidente. Puis, peux-tu me permettre une question, Valentina? Oui, oui, allez-y. Je m'excuse, James. Est-ce que les vestiaires, ça a été un enjeu? Parce que moi, dans mon étude, là, les athlètes en parlent tous. Ben, je pense que personnellement, ça a le plus été un enjeu personnel pour moi. Mettons, rentrer dans le vestiaire de l'équipe, c'est tel que tel, comme c'est rendu une routine, je fais ça tout le temps. Puis même la première fois, j'étais pas tant gênée. C'est même les filles qui sont venues me voir, hey, rentre dans le vestiaire avec nous autres, il n'y a pas de problème. Puis, ça s'est tout de suite vu que les filles essayaient vraiment de me faire rentrer dans le groupe. C'est plus quand on rentre en tournoi que, OK, tu sais pas comment ça va se passer, tu sais pas s'il va y avoir une fille qui va faire qu'est-ce que tu fais là, t'as pas d'affaires là. Tu le sais vraiment pas, mais de ce que j'ai vu, c'est que même les autres filles dans les autres équipes sont tellement ouvertes, sont tellement fines. Tu sais, il y a des fois que je vais terminer un match, puis il y a une fille que je viens de jouer contre elle, elle va venir me voir. Hey, t'as vraiment bien joué aujourd'hui, sérieusement, good job. Puis on va se parler, puis j'ai même créé des amitiés avec les saisons qui se sont déroulées. Fait que, honnêtement, le vestiaire,
c'est stressant au début, mais dès que tu vois que tu es dans un bon environnement, puis que même la ligue est vraiment saine, si je peux dire ça, il n'y a plus vraiment de problématique après. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait rebondir sur la question initiale, là, sur des personnes trans qui seraient dangereuses ou avec un avantage injuste ou ça complète pour vous? Peut-être juste un complément. Dans notre cas, à nous, lorsqu'on reçoit des plaintes, on ne le reçoit pas des participants, on le reçoit des spectateurs. Je reviens à l'élément d'éducation dans bien des cas. Tu as tout à fait raison. Lorsque une jeune femme devient homme dans une activité, on n'en parle même pas et on n'est même pas au courant. Donc, effectivement, c'est vraiment là qu'on vient pointer. Et encore une fois, c'est beaucoup dans la compréhension de pourquoi ça se fait, puis c'est quoi l'écart entre les deux. Donc, l'élément éducation devient essentiel pour nous pour la suite des choses. Un grand merci. C'est ce qui mettrait terme à mes questions, mais on a un peu de temps. On a 15 minutes pour les questions du public. Donc, j'inviterai les personnes dans la salle qui ont envie de poser des questions à nos panélistes de se lever, aller au micro qui est juste ici et poser vos questions. C'est à vous. Bonjour. C'est peut-être une question qui s'adresse plus à vous, Guylaine. Dans votre étude ou dans vos études, est-ce que vous avez vu une différence entre la perception des étudiants et étudiantes athlètes et celle des coachs ou des gens qui les entourent par rapport à l'inclusion des personnes trans et non-binaires? Je m'explique, j'entendais à la table, dans le fond, les sportives, ça ne le dérange pas tant, ça ne semble pas tant le déranger si on se base sur le témoignage de Valentina, mais les gens autour semblent s'inquiéter outre mesure. Mais en fait, là, dans l'étude qu'on vient de terminer, on a les parents qu'on a, c'est les parents d'athlètes trans, donc ils sont déjà sensibilisés et tout, mais effectivement, ce que Gustave a dit, c'est ce que les athlètes vont nous dire, c'est que souvent, intra-équipe, il n'y a pas de problème, mais c'est quand on va arriver en compétition où là, effectivement, les spectateurs, ça peut être les athlètes de l'autre côté également. Il y a aussi des officiels qui, des fois, sont un peu surpris, puis là, ils restent un peu, on ne sait pas trop quoi faire. Et ça revient à ce que Gustave disait aussi, il n'y a pas de règles, il n'y a pas rien qui encadre le travail de ces personnes-là. Je dirais que si on regarde le coaching, les entraîneurs à qui on a parlé, beaucoup d'ouverture, mais c'est comment, moi, je vais parler à aux parents, parce que les parents, c'est un joueur clé dans le sport, peu importe que ce soit scolaire ou civil. Et donc, les coachs ont souvent à justifier des choix auprès des parents, et c'est là où ils se sentent pas outillés. Alors, ça revient donc à l'éducation et tout ça, mais comment on peut outiller ces gens-là? Mais effectivement, il y avait à l'intérieur même de l'équipe, au niveau du coaching, une assez grande ouverture, en fait, mais c'est toujours le défi. Bon, moi, ça va, là, mais là, j'ai plein de questions auxquelles je dois répondre des gens autour de moi. Merci. Dominique. Bonjour. Les profs d'éducation physique, moi je suis au niveau collégial, puis ça a l'air d'être un problème incroyable pour eux autres, l'aspect des gabarits d'évaluation là, à la fin de la session. Oui, mais je ne saurais pas comment évaluer mes étudiants et étudiantes. J'ai essayé d'amener des pistes de solutions, mais j'en trouve pas qui ont l'air de les satisfaire, en tout cas, à date. Fait qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet-là? Merci. En tout cas, nous, au département, je suis prof au département d'éducation physique ici. D'ailleurs, je suis fière de dire qu'on est le seul département qui a des cours obligatoires qui touchent l'équité et qu'on parle des jeunes trans et non-binaires, etc. Puis le cours est aussi obligatoire au programme en éducation physique, puis on est le seul au Québec qui fait ça. Alors, dans les solutions, puis nous-mêmes, au département, on a eu des étudiants trans. C'est la même chose quand nous, on a, dans le cadre de nos évaluations, où on a des évaluations sur le plan physique, c'est venu nous challenger. Puis en fait, une des solutions qu'on a utilisées, c'est la notion de progression. Donc, de ne pas avoir... Puis ça, c'est même la même affaire. Tu sais, on revient à... tu sais, il y a 2 échelles. Bon, pour les gars, ça va être plus, les filles, ça va être moins. Ça revient toujours au sexisme qui est là-dedans.
Alors, si on pense vraiment, surtout en éducation physique, où on veut amener nos jeunes à demeurer actifs le plus longtemps tout au long de la vie, donc à développer différentes habiletés, bien moi, ce qui m'interpelle comme prof, bien, est-ce que ça se pourrait que tu commences là, puis si à la fin du cours, tu es rendu là, bien bravo, tu es sur la bonne voie, puis on s'en fout que tu passes de 8 à 15, puis que 15, c'est pas bon, puis c'est bon. Puis, et ça touche les jeunes qui ont des limitations physiques, des jeunes qui peuvent être en surplus de poids, des jeunes qui peuvent être en transition puis être vraiment très mal dans leur corps, puis etc., etc. Fait que pour moi, c'est une solution qui coûte 0 cent thank you, qui est facile à mettre en place. Gustave, tu voulais répondre, je pense aussi. Guylaine a tout dit. Je suis éducateur physique de formation. J'ai le plaisir d'être dans le sport depuis plusieurs années. Je me souviens de mes cours à l'université. J'étais quelqu'un qui n'avait aucune expérience en hockey et la note finale était en fonction du nombre de fois que j'étais capable de tourner à gauche ou à droite. Ça ne fait pas de moi un enseignant. Donc ça, ceci étant dit, je pense que le défi est un peu semblable de ce que je disais tantôt. Les fédérations sportives ont exactement le même discours que je viens d'entendre dans la question, c'est-à-dire on veut bien, mais on ne sait pas comment. Et les fédérations sont beaucoup normées sur hommes-femmes. En volleyball, le filet n'est pas à la même hauteur. En basketball, le ballon, c'est pas la même grosseur. Alors, souvent, c'est les premiers freins là, qui sont peut-être faciles à répondre avec les assurances aussi, de dire je ne peux pas rien faire, les assurances me disent que. Maintenant, c'est comment on va passer à la prochaine étape, comment on va s'assurer que ça soit qu'on puisse répondre aux besoins de celui qui est devant nous. Ce volet-là, il devient difficile, encore une fois. Et je pense que plus qu'on aura de rencontres comme aujourd'hui, plus qu'on sera plusieurs à aller sur « vous avez besoin d'aide, on va essayer de vous donner un coup de main », ça va faire en sorte que la prochaine génération ne se questionnera pas par rapport à tout ça. Parce qu'encore une fois, dans la question, je n'ai pas entendu une fermeture. Ce que j'ai entendu, c'est comment on peut nous donner un coup de main pour le faire. Un grand merci. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Oui, Philippe. Allô? J'aimais vraiment ça entendre là, la Bingham Cup, là, cet exemple-là. Je pense que, comme on a vu hier aussi, on peut toujours, je pense que la population en général peut vraiment apprendre des différents modèles LGBT pour remettre des choses sexistes et discriminatoires en question. Est-ce que vous avez d'autres exemples de ligues ou de sports inclusifs qu'on peut rendre mainstream puis qu'on peut faire? Parce que moi, ça m'aide beaucoup, mettons, en classe, de faire comme « Hey, mais regardez, genre, tel sport est full intéressant, puis eux autres sont inclusifs. » Il y en a d'autres. Il y a d'autres clubs, disons, bon, si je prends juste le cas d'Ottawa, les clubs sportifs inclusifs touchent essentiellement, en fait, touchent beaucoup à des sports individuels de façon intéressante. Il y a des ligues, le volleyball en particulier a une grosse ligue inclusive à Ottawa. La compétition, souvent, c'est ces sports-là aussi qui vont ressortir. Et je suis sûr qu'il y a d'autres exemples. Mais d'avoir l'ampleur ensuite d'une compétition internationale du type de la Bingham Cup, je ne suis pas sûr. Il y a les Gay Games, les Out Games, là, je ne sais plus comment ils s'appellent, pardonnez-moi, mais qui existent. Mais bon, c'est intéressant parce que le rugby, en fait, a toujours été un peu à part du système olympique depuis les années 1920. Puis dans le milieu inclusif, on a un peu l'impression qu'on a fait la même chose aussi. C'est-à-dire on a organisé nos propres affaires. C'est peut-être parce qu'on se prend un peu pour des autres, mais ça aide. Mais au final, je trouve que ce qui est aussi important à envoyer comme message aux fédérations, c'est « Hey, nos équipes inclusives puis nos tournois, là, ils amènent dans le sport des gens qui ne seraient pas allés autrement. » Et pour revenir un peu à ta question, James, de tantôt, qu'est-ce que les équipes queer apportent au sport en général? Ben, c'est ça. La vaste majorité des joueurs et joueuses des Wolves, c'est des personnes qui aimaient le rugby dès qu'ils étaient gamins, mais qui ne s'étaient jamais sentis en mesure d'aller jouer à ce sport-là parce que ça véhiculait des images de masculinité toxique, etc. Et donc, de faire se rendre compte aux fédérations sportives qu'en offrant aussi cette possibilité-là, mais il ne faut pas que ce soit la seule, évidemment, il faut aussi que les équipes régulières soient inclusives, mais aussi en offrant ça, ben, on élargit le nombre de personnes qui jouent au sport, on ajoute au nombre de licenciés, parce que les joueurs des Wolves sont des membres de la Fédération canadienne, ontarienne, etc., payent aussi les cotisations d'assurance au passage, donc ils ont aussi le droit d'être protégés, et permettent justement comme ça d'ouvrir le sport à plus d'horizons. Mais les enjeux, il y en a partout. Récemment, vous avez sans doute vu passer, il y avait un groupe en France en particulier qui luttait contre l'homophobie dans le soccer.
notamment chez les supporters, parce que là, c'est ces enjeux-là, qui s'appellent Carton Rouge, c'est ce groupe-là. Et le groupe a carrément décidé d'abandonner complètement ses activités parce qu'ils sont découragés de la fermeture de la Fédération française de football, comme on dit là-bas, et du ministère des Sports qui, au-delà des déclarations de principe, n'agissait pas pour justement empêcher les déclarations homophobes et transphobes au sein des supporters, des groupes de supporters de ce sport-là. Donc c'est ça, c'est toujours une bataille très longue. Mais la visibilité que donne au rugby en général le fait d'organiser le plus grand tournoi de rugby amateur au monde, c'est quand même énorme. Puis qu'il n'y ait pas plus de reconnaissance de la part des fédérations internationales pour ces efforts-là, qui sont faits en plus par des personnes qui vivent déjà des discriminations, ça me semble vraiment important. Et un des exemples, peut-être, c'est l'Ultimate Frisbee, qui à la base est venu au monde mix auto-arbitré, etc. Donc ça peut être une piste. Puis je sais, bon, il y a Équipe Montréal à Montréal qui encadre un certain nombre de clubs queer. D'ailleurs, on commence un projet de recherche aussi avec eux autres à l'hiver, en tout cas. Puis on a mentionné les Gay Games, est-ce qu'on peut en parler un peu plus de qu'est-ce que c'est? J'arrive des Gay Games, mais pas comme participante, parce qu'on a un projet de recherche aussi avec les Gay Games. Tous les projets de recherche. On est 3 dans le lab quand même. Hein? Donc, en fait, les Hard Games, ça n'existe plus. Oui, c'est ça. C'est la guerre a fini, en fait. Mais j'ai participé aux Hard Games, par exemple, à Montréal, en golf, fantastique. Alors, les Gay Games, il y avait, à cause des ennuis, devaient être à Hong Kong, mais avec les ennuis politiques, ils ont décidé, en fait, il y en a eu à Hong Kong et à Guadalajara. Il y avait 4000 athlètes qui étaient à Guadalajara, puis il y avait près d'une 50aine de pays quand même qui étaient représentés. Et pour moi, ça demeure beaucoup plus de gays que de lesbiennes. Et on est en train de collecter des données, là, fait que j'ai hâte d'avoir plus de données, mais en fait, ce qui était, parce qu'on se fait souvent poser la question, mais pourquoi des Gay Games, vous voulez être inclus, vous voulez être, mais vous avez votre petite affaire à côté. Bien, il faut aller dans un événement international pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui risque la peine de mort dans son pays ou d'être emprisonné, d'arriver dans un événement où tu peux juste être toi, puis c'est le party, là. Fait que le volet compétitif, je vais dire, est un peu accessoire. Oui, il y a des athlètes qui veulent gagner, mais on voit que la communauté de se retrouver. La cérémonie d'ouverture, c'était quand même assez touchant là, de voir effectivement, des pays, ils arrivent, ils sont 4, là, mais ils sont tellement contents d'être là, de pouvoir être là. Fait que pour moi, ça demeure vraiment un événement. Puis le fait que ça a été au Mexique aussi, on s'entend que c'est pas le pays hop la vie là, pour être dans la communauté LGBTQ. Puis je suis aussi fière de dire que c'est vraiment la délégation du Québec à Mexico qui a vraiment soutenu la candidature de Guadalajara pour obtenir les Jeux. Puis pourquoi Guadalajara a voulu l'avoir, c'est que le maire, sa fille est lesbienne. Il a dit, toi, tu vas faire quelque chose. Fait que, tu sais, mais c'est fou de voir comment, effectivement, quand tu es en position de leadership, tu peux faire des changements, mais c'est souvent quand ça te touche personnellement. Mais fait que pour moi, l'expérience des Jeux là-bas, c'est toujours de voir la diversité, mais complètement libre d'être qui elle est. Et ça, pour moi, ça va toujours demeurer vraiment un outil puis un espace extrêmement important. Oui, Thomas, tu veux rebondir? Rapidement, juste pour rebondir sur ce que tu dis par rapport au leadership, quand Ottawa a postulé la Bingham Cup, le maire d'Ottawa était un homme ouvertement gay, la première ministre de l'Ontario était une femme ouvertement lesbienne, puis le premier ministre fédéral fait du rainbow washing à tous les 4 matins. Fait que il y avait effectivement un contexte politique qui faisait en sorte que ça a aussi beaucoup aidé. Mais moi, la dernière Bingham Cup à laquelle j'ai participé comme joueur, jusqu'à ce que je me déboîte l'épaule pour la 25e fois, c'était à Nashville, au Tennessee. Et à l'époque, il y avait les 2 finalistes pour organiser la Bingham, c'était Nashville et Chicago. Chicago avait une candidature, pour être honnête, beaucoup plus solide en termes d'infrastructure, etc. Mais le choix qui a été fait, c'était que politiquement, on voulait aller dans la Bible Belt. On voulait aller dans les États du Sud pour justement montrer que là aussi, bon, au-delà du fait que Nashville, c'est une espèce d'oasis un peu libérale au sein d'un océan conservateur, là, mais c'était aussi important de faire ce choix-là.
Et juste l'autre affaire sur l'idée de vous avez vos clubs entre vous alors que vous voulez être inclusif. Bon, d'une part, encore une fois, ces clubs-là ne sont pas formés uniquement de personnes issues de la communauté LGBTQ. Il y a systématiquement des joueurs qui s'identifient comme hétérosexuels, cis, et qui viennent là parce que c'est des alliés, parce qu'ils trouvent aussi une zone de confort dans ces clubs-là. Mais quand on me dit ça, mon père m'avait sorti cet argument-là il y a très longtemps avant qu'il voie la lumière. J'étais comme, le nombre de clubs de rugby qui s'appellent les Irish, les Scottish, ou qui sont assimilés à une entreprise au départ, parce que c'était le sport corporatif, etc. Ça pose de problème à personne. Ça pose de problème à personne qu'il y ait un sport qui soit réservé, par exemple, au personnel des postes. Ce qui, en France, pendant longtemps, ça a été les gros clubs de sport, c'était ça. À un moment donné, l'idée qu'un club doit être fondé sur une identité collective particulière, ça n'a jamais posé problème à personne. Puis maintenant, dans le Irish, il peut y avoir des gens qui ne sont pas d'origine irlandaise, qui jouent avec le Irish Rugby Club. Bon, voilà, c'est ça l'idée. Donc, ça, pour moi, c'est un argument qu'on est capable de dépasser assez rapidement. Et en fait, ce n'est pas un argument. Pour leur montrer, justement, parce que les gens disent « Ah bah oui, votre objectif à terme, c'est de disparaître. » Non, moi j'ai envie que les Ottawa Wolves y restent tout le temps. Puis ils s'appellent les Wolves d'abord, ils s'appellent les loups. Je veux dire, ça n'a pas de rapport avec la dimension LGBTQ. Puis c'est juste, si c'est ça la raison pour laquelle le club a été fondé, tant mieux. S'il évolue ensuite, tant mieux. Mais c'est la même chose que pour la plupart des clubs sportifs, en tout cas dans le rugby. Un grand merci. J'aimerais peut-être juste laisser le mot de la fin à Valentina. En fait, j'avais une petite question qui est s'il y avait une chose qu'on pouvait changer dans les règles, en fait, ce serait quoi? Ben, mettons, moi, je ne m'y connais pas tant dans les autres sports, fait que je vais juste rester au volley. Il y a pas vraiment grand-chose qu'on pourrait faire, mettons, comme, je trouve que la structure est déjà bien faite. Moi, quand j'ai transitionné puis que j'ai eu à faire les démarches, tu sais, la seule affaire qu'on avait trouvé que c'était pas tant clair avec mon responsable des sports, c'est que lui-même connaissait pas les règlements, lui, il savait pas quoi faire. Il a fallu qu'il fasse des recherches par lui-même. Selon moi, je pense que la seule chose qu'on pourrait peut-être faire, c'est plus informer les gens qui travaillent avec les athlètes, les responsables des sports, les responsables ou sinon dans la vie étudiante. Il y en a qui le savent, mais qui ne connaissent peut-être pas la réglementation, je ne veux pas dire par cœur, là, mais qui ne savent pas nécessairement où la trouver puis comment la trouver. Peut-être juste les informer un peu plus, puis en apprendre tout le temps, ça ne fait pas de mal non plus. Un grand merci. C'est ce qui met fin au temps qu'on avait aujourd'hui sur le panel. Donc, une grande main d'applaudissements pour nos panélistes.